Ok, bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Ça va être un format un peu spécial. Je vais essayer de vous faire une sélection de montres à partir de Chrono 24. En fait, j'ai pas envie de m'amuser à faire un PowerPoint de consultant. Donc, je vais vous faire une sélection de montres et puis on va essayer d'oublier tout ce qui est Tissot PRX, Orient Bambino slash Mako, Seiko SKX et tous les trucs qui sont vus et revus à chaque fois dans les sélections de montres. Pour ça, je pense que je vais aller dans mes favoris Chrono 24. J'ai sélectionné quelques petites montres et puis on va dérouler ça ensemble tranquillement. Alors, première montre, c'est une Doxa, la Doxa Sub 300. Particulièrement la Doxa Sub 300, donc on la trouve, bon ça c'est le modèle un peu spécial, qu'elle est affichée à 1800 euros neuve. Il y a deux versions en fait, il y a la 300 et la 300T. Et je pense que quitte à prendre une Doxa, il faut la prendre en orange. Ça c'est voilà, c'est la Sub 300T. Donc les prix ils sont assez variants en fait d'un modèle à l'autre. Bon, forcément les moins chers c'est les rééditions. Et si vous voulez une d'époque, ça va coûter ouais, 4-5 000 euros quoi. L'avantage des Doxa c'est que c'est des montres qui sont. Enfin c'est là un avantage et à la fois un inconvénient. C'est que c'est des montres qui ont des cadrans hyper colorés. Là. Tiffany entre gros guillemets. Elle a un peu fait le buzz. Il y avait des abrutis qui avaient acheté plein de Tiffany pour essayer de spéculer avec la vague après Rolex et Patek. Bon, on les retrouve maintenant sur le bon coin, full stické à moins cher que le prix neuf, et c'est potentiellement une bonne chose quand même. Donc, voilà, moi j'aime bien cette couleur. Après, du fait de l'engouement qu'il y a eu autour, je trouve ça trop connoté et ça fait un peu substitute watches, alors que en réalité, elle a son identité propre. Donc ça, c'est comme l'inventeur de la Valve Helium avec Rolex. Donc c'est des montres qui ont une histoire. Des montres qui ont été portées par le commandant Cousteau, etc. Il n'y en a pas beaucoup hein, sur Chrono 24 des sub 300T. Euh, Après, on peut essayer de trouver une sub 300 tout court, qui sont, je crois, un peu moins chères de mémoire. Ouais, non, ouais, il fait pas trop la différence. Mais là, on en voit, on en a à 1008. En fait, le problème en France, c'est que c'est assez difficile de se procurer une Doxa, parce je crois qu'il y a un revendeur à Marseille, mais il y a pas réellement de revendeur, quoi. Donc ça, c'est ma première alternative, et c'est une bonne montre pour l'été, parce qu'avec les cadrans colorés, bah ça change, ça pop un peu, il y a du jaune, il y a du orange, on peut la prendre aussi beaucoup plus, beaucoup plus sobre en noir. C'est aussi le désavantage, c'est pas une montre qu'on peut porter, je pense, tous les jours, à moins d'être plongeur Comex et d'avoir besoin, ou alors d'être en orange tous les jours, mais je sais pas s'il y a des gens qui sont en orange tous les jours, au moins les Doxa qu'ils ont fait en carbone. C'est assez récent, ça c'est avec les rééditions, je suis pas trop fan de ça. Et la boucle est vraiment pas mal. Je la prendrais sur bracelet acier normal. Ça c'est les modèles d'origine. Les modèles des années 60-70, 1960, on voit que bon, c'est pas la même finition quoi. Donc voilà pour la Doxa. J'ai pas mal de Seamaster hein, normal. Bon, j'ai passé à l'acte. La deuxième c'est la Baby Marine Master. Je vais faire une vidéo sur le problème de Seiko entre gros guillemets. Ce sera l'occasion de prendre son air de Jean-Michel Apathy et d'énoncer avec certitude des conneries. Mais je vais essayer de faire une vidéo genre pourquoi les gens actuellement sont tant, sont tant obnubilés par Seiko et quel est le problème avec Seiko. Celle-là, elle est pas mal. Moi, je l'avais vue au, au poignet d'un client. J'avais vu la vraie, enfin, c'est pas vraiment la vraie, c'était les rééditions enfin, c'est pas une réédition, mais c'est le prolongement de la Marine Master 300 en 44 mm. J'avais vu au poignet d'un client, le problème c'est qu'elle est énorme. Enfin, 44 mm, elle est vraiment genre gigantesque, elle fait beaucoup plus que 44. Elle est surtout super épaisse, elle doit faire 16 à 17 mm d'épaisseur. Vous me pardonnerez pour le son parce que c'est le micro des AirPods et c'est pas forcément un micro de super qualité. Je pense qu'en 42, je l'ai pas vu en vrai, il faudrait que j'aille voir en vrai ce qu'elle donne à la boutique Seiko, s'ils l'ont encore. Il faudrait que j'aille voir, mais en fait, ce qui m'a vraiment bluffé, c'est le polissage sur les tranches. Je sais pas si on va mieux voir sur les autres photos. Non, il n'y a pas pris des feuilles. Ça, les mecs, voilà. Voilà, ce travail de boîtier. La partie intermédiaire qui est complètement polie et le reste qui est brossé et l'alternance c'est vraiment bien. Historiquement sur les Marine Master 300, ce qui fait leur particularité, c'est que c'est un boîtier monobloc
Et là, c'est un peu dommage que sur les 200, ils aient mis un fond vissé. Mais bon, après, il y a peut-être des considérations de prix aussi et de service. Mais celle-là, elle est disponible à, bon, vous voyez, 963 euros, parce que c'est le prix public, 1200, je crois. Vous pouvez les choper à 1000 euros sur Chrono 24, alors qu'une Marine Master 300, c'est 3000, quoi. Donc fatalement, on est obligé de faire des concessions sur quelque chose. Et un truc que j'aime pas non plus du tout, c'est le traitement de la date. Genre, ça fait vraiment des coupes brutes dedans. Il y a pas de travail autour de la date, ne serait-ce que juste un cerclage. C'est quand même une montre à 1000 euros. Et après, le cadran, je pense on peut en, on peut en douter. Parce que bon, c'est quand même un cadran ensoleillé, quoi. J'ai le cadran ensoleillé, un peu ras-le-bol. Mais j'aime bien les chiffres de la lunette. Et le fait d'avoir une combinaison bleue et noire. Ça, je trouve ça assez stylé. Donc voilà pour la Marine Master 200, qui est actuellement un de mes modèles préférés chez Seiko en plongeuse. Une autre marque complètement différente, c'est Movado. Movado, c'est réellement le bon coup à faire là sur les montres. Là, j'en ai pris une en tout or. Alors là, le mouvement est un peu pourri, il faut aussi faire gaffe à ça. Il faut bien se renseigner sur les mouvements. Mais Movado, il y a moyen de trouver des mouvements qui soient très beaux. Mais bon, le mouvement n'est pas hyper beau ici. On a les anciennes roues avec les équilibreurs, là, je sais pas comment ça s'appelle, mais pour équilibrer le balancier, c'est assez stylé. Celle-là, elle est en full or. Et pour une montre qui est complètement or, elle vaut 1300 euros, date des années 62. Enfin, 1962 d'après le vendeur. 34 mm, c'est pas mal. Après, le problème encore du vintage, c'est que là, il faut pas juste j'en ai une là en plaqueur. Il faut pas simplement acheter comme ça. Il faut vraiment se renseigner pour voir qu'il n'y ait pas eu des aiguilles, des choses de ce type qui soient changées. Hop, celle-ci, elle est encore en tout or. Assez fine en fait, mais je trouve que une montre comme ça, tout or avec un bracelet cuir l'été, c'est vraiment stylé. C'est Tyler, the Creator, qui porte sa Cartier en t-shirt avec un bracelet cuir en croco, une montre tout en or. Moi, je trouve ça vraiment stylé. Voilà. Dans le même genre, il y a des Zénith aussi, hein. Il y a pas mal de Zénith. On peut retrouver énormément de Zénith. Je pense que c'est une marque qui avait pas mal, enfin, qui jouit quand même d'un marketing qui est assez faible par rapport à Omega. Les Zénith sont largement sous-cotés par rapport à Omega. Je parle en vintage. En neuf, je sais pas ce que ça vaut. Mais je parle en vintage et il y a des Zénith même qu'on peut retrouver à 200 balles. Bon, après, ça veut pas dire qu'elles sont top état, elles sont sans doute à réviser. Le mouvement est niqué, c'est du plaquage, etc. C'est pas de la vraie or. Mais quand on voit que la moindre Omega est à 600 balles, moi je partirais beaucoup plus sur une Zénith. Il y avait la Squall aussi, dont je vous avais parlé dans une vidéo sur ma collection, mais qui est un peu avare en photo. Euh, c'est une bonne montre, mais en fait, je pense assez vue et revue. Et finalement, ce dont j'aurais peur, c'est que c'est quand même un boîtier qui ressemble pas mal à un boîtier Skin Diver, même si c'est pas exactement ça. Et le bracelet est en 22 mm pour un 39, c'est assez bizarre, je trouve. La proportion n'est pas tellement respectée. Encore une fois, il faudrait la voir en vrai. Mais j'ai pas sauté le pas, sachant qu'en plus, elle est proposée neuf à 1500 euros, donc ça commence à faire un petit budget, quoi. Bon, alors ça, c'est des favoris que j'ai mis quand même. Enfin, ça fait assez longtemps qu'ils sont dans mes favoris. Petite Frédéric Constant. Je pense que je partirai sur le modèle en 36. Ça, c'est le modèle en 40 mm. 34, ouais, 34. Je pense que je partirai sur le modèle en 34 parce que plus petit, ouais, plus restreint et le bracelet intégré, ça fait que vraiment la montre, elle paraît plus massive. Le 40 paraît vraiment énorme. Je pense que le 40, enfin, moi en tout cas, je peux pas le porter. Enfin, c'est pas la vocation d'une montre élégante, quoi, d'être aussi grosse. Il y avait la flagship Heritage, je l'avais essayé. Franchement, c'est une belle montre, stylée, mais c'est exactement comme la flagship. Je sais pas si je pourrais la porter au quotidien parce que sinon, quand même assez habillé. Moi, je vais mettre un bracelet noir. J'aime pas cette couleur de bracelet. J'aime pas les bracelets marrons. Je trouve que ça fait, ça fait pas classe en fait. Bon, il y a la petite enfin, c'est un peu le modèle, c'est un autre modèle héritage, mais qui est un peu moins cher parce que le verre est en plexi. Et donc, c'est un peu moins cher. Et avec un bracelet un peu plus pourri aussi, c'est pas du vrai croco. Moi, j'aime moins celle-là. Je suis pas fan vraiment de la date à midi. Je sais que Nevada a fait ça aussi.
Enfin, je vois pas l'intérêt de mettre une date à midi, je trouve qu'à 6 heures ou à 3 heures, c'est très bien. Ça, c'est vraiment aussi un... Bon, je sais pas pourquoi ils mettent prix sur demande, mais ça, c'est vraiment aussi une bonne alternative. Bon, il commence à faire pas mal son apparition dans les tops de montres, pour une montre qui vaut à peu près genre 200-250 balles. Elle est hyper typée plongée, vraiment ultra technique et tout. Et bon, moi je suis pas fan, enfin j'ai toujours dit que j'étais pas fan des mouvements Miyota, donc Citizen par définition. Enfin, les gens s'excitent sur la SKX, etc. Celle-là, elle a un stop seconde, enfin je crois, hein, si c'est un mouvement de la série 8, elle a un stop seconde. Elle a un remontage manuel, elle a réellement le look de la SKX, parce que si vous changez le boîtier, enfin si vous la passez en miroir, quoi, c'est une SKX, mine de rien. Elle est encore beaucoup moins chère que les Seiko 5, enfin les Seiko 5 là, qui sont sortis là, les Seiko 5, 5KX. Et enfin, c'est un banger absolu, quoi. Genre, c'est la montre à moins de 250 euros que j'achèterais, peut-être même plus qu'une Orient parce qu'elle a un design particulier. Après, le sujet, c'est que quand on débute une collection, on a quand même envie d'avoir quelque chose qui soit assez, on va dire, assez consensuel, quoi. Et Orient fait parfaitement le taf. Là-dedans, on a des boîtiers de plongeuse vraiment très classiques, entre guillemets, et on n'a peut-être pas envie de se tourner vers une montre aussi technique. Enfin, qui a l'apparence d'être aussi technique, parce que c'est quand même juste un diver de 100 mètres, quoi. Et puis il y a la Milton aussi. Bon, la Milton, j'achèterais, j'achèterais pas, sauf si je fais une très bonne affaire en occasion. Les prix ont complètement, genre, explosé de cette montre-là. Enfin, en termes de spéculation pure, je pense que c'est une montre qui valait le coup d'être achetée. Bon, vous seriez pas fait une énorme marge, mais il y a 1 an et demi, quand j'ai commencé à regarder, que je commençais à regarder ce modèle-là, elle valait 250, 300 euros sur le bon coin. Chrono 24, on en trouvait à 300 euros au gris, entre guillemets, avec des mecs qui les sortaient en garantie, etc. Là, elle est à 517 en fait. C'est devenu impossible d'en trouver une à moins de 400, 450, quoi. Les gens se sont gavés sur celle-là. Et bah, c'est un peu dommage, quoi. Moi, parce que c'est quand même juste une montre classique avec en plus un bracelet NATO qui. C'est pourri, un bracelet NATO, je trouve. Donc, pour moi, c'est pas une bonne première montre, en fait, parce qu'elle est hyper typée, je trouve. Enfin, les gens la conseillent souvent comme première montre. Déjà, je trouve qu'elle est chère pour ce que c'est. C'est cher pour une field watch. Alors, je trouve que 500 euros, c'est trop cher pour une field watch. C'est un manuel. Je pense que quelqu'un qui débute, faut plus s'orienter vers de l'automatique. Moi, j'ai toujours dit que j'étais un grand fan d'automatique et que le manuel, c'était pas forcément ce qui m'intéressait. Mais je conçois que des gens aiment le manuel. Après, en fait, c'est une montre qui a quand même une identité qui est assez forte, qui est vraiment hyper. Et puis le NATO aussi, c'est pas du tout consensuel. On préfère. J'orienterais beaucoup plus un débutant vers un bracelet de brin classique qu'un NATO, quoi. Et donc, du coup, enfin, je trouve que c'est une bonne montre quand des gens commencent une collection, mais qu'ils ont déjà des montres. Je la considérerais pas comme une première montre, sachant qu'en plus, pour moi, ça ne peut pas être une One Watch Collection, entre guillemets. On ne peut pas, enfin, j'ai du mal à la considérer comme quelqu'un qui aurait une seule montre et qui aurait celle-là, quoi. Donc c'est un peu mon avis, bien sûr, il y a plein de gens qui sont contre cet avis, enfin, qui sont opposés à cet avis et qui considèrent que, oui, c'est une montre qu'on peut commencer, enfin, par laquelle on peut commencer pour collectionner. Moi, je suis pas d'accord. Après, elle est hyper bien finie. Enfin, c'est même plus du brossé à ce niveau-là, c'est quasiment du sablage. Il est hyper bien fait, ça vieillit pas. Bon, je suis pas fan de la peinture là, la fausse patine. En vrai, on la voit quasiment pas. Moi, je la virerais, je la mettrais sur un bracelet tropique style baltique, là, un petit tropique baltique. Et je pense que c'est une super montre malgré tout, mais encore une fois, trop cher. Je pense que si elle était à 350, elle serait bien pricée, quoi. À 500, 550, maintenant, quasiment, je trouve ça beaucoup trop cher parce que pour 550, quand vous y réfléchissez un peu, on n'est pas loin d'une Baltique Aquascape, qui est une montre qui est étanche à 200 mètres, une plongeuse, avec une lunette, une spécificité technique, un mouvement automatique. Le mouvement automatique 9000, il est aussi bien qu'un mouvement remontage manuel H50, quoi. Et après, il y a les 80 heures de réserve de marche, etc. Mais moi, je trouve que c'est pas enfin, une montre qui est bien placée en rapport qualité-prix pour 500, presque 600 euros.
vous avez, vous avez une Seiko Turtle, une, je sais pas ce qu'il y a d'autre, mais dans les micro-marques, il y a très moyen d'avoir un très très bon, une très très bonne alternative. Donc voilà, c'était un peu ma sélection de montres. Je vais peut-être refaire des vidéos comme ça si ça vous plaît. N'hésitez pas à mettre en commentaire vous les montres qui vous font vibrer. Il ne s'agit pas de mettre des Patek, etc. Parce qu'en fait, le problème des sélections de montres à chaque fois sur YouTube, c'est soit des montres de. C'est pas des merdes, mais c'est des montres que tout le monde connaît. Orient Bambino, Orient Mako, machin. Ou alors des mecs qui vous disent oui, Patek Philippe, Nautilus, machin, Tudor Black Bay, enfin des montres hyper connues. J'ai pas non plus la sensation d'avoir révolutionné la roue avec cette sélection, mais j'essaye d'apporter un peu de diversité parce que voir tout le temps les mêmes tops avec des PowerPoints différents, c'est un peu lassant. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis achetez des montres quoi.